Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce meet-up. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet très intéressant que j'ai découvert il y a quelques années. Il s'agit des design patterns, des héros méconnus des développements logiciels. Moi, c'est Moussa Sissoko, développeur d'applications Java et web depuis une dizaine d'années. Actuellement, je suis chez un client qui est leader dans le domaine courtage en assurance. Voilà, brièvement ma présentation. Euh, du coup, c'est parti. Voici le plan de mon intervention. Une introduction dans laquelle nous allons aborder l'historique et définition du design pattern. Ensuite, la classification des design patterns, quelques exemples de patterns utilisés en Java. Et enfin, nous allons parler de certaines critiques à l'encontre des design patterns et les avantages de leur utilisation. Pour commencer, je vais vous faire une petite introduction avec un peu d'histoire sur les design patterns. En français, on dit couramment patron de conception. Vous vous posez la question suivante, peut-être, je ne sais pas, à savoir qui a inventé les design patterns. C'est une très bonne question, mais n'allons pas trop vite en essayant de répondre à cette question. Les design patterns, par le nom, intimident quand même. En tout cas, personnellement, la première fois que j'ai entendu ce terme lors d'un entretien, je n'ai pas su quoi répondre. J'étais très mal, bref. Après quelques recherches, j'ai découvert que les design patterns ne sont vraiment pas quelque chose d'obscur, avec des concepts sophistiqués. Au contraire, ce sont des choses que j'ai déjà eu à utiliser par le passé, sans m'en rendre compte. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous, développeurs, qui n'en ont jamais entendu parler, l'ont expérimenté sans le savoir. Ce n'est qu'une question de bon sens après tout, n'est-ce pas? Les patterns ne sont que des solutions typiques à des problèmes communs dans le développement orienté objet. Lorsqu'une solution est utilisée maintes fois sur différents sujets dans différentes équipes, à un moment donné, quelqu'un pourrait éventuellement lui trouver un nom et une description afin de la répertorier. Voici comment en fait les design patterns ont été découverts. Le concept des patterns avait été décrit pour la première fois par Christopher Alexander en 1977 dans son bouquin A Pattern Language, Towns, Building, Constructions. En gros, chaque modèle décrit un problème récurrent dans un environnement, puis décrit le cœur de la solution à ce problème, de telle manière que vous pouvez utiliser cette solution 1 million de fois sans jamais à le faire différemment. Ce livre décrit un langage pour la modélisation urbaine, les villes, les routes, les chaussées, etc. Il a défini des unités de ce langage comme étant des patterns qui décrivent comment pourrait être la hauteur des fenêtres, le nombre de niveaux dans un bâtiment, la superficie supposée des espaces verts dans un quartier, etc. L'idée fut reprise par 4 auteurs surnommés Gang of Four, la fameuse bande des 4. Ils publièrent en 1994 un bouquin nommé Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Ce livre répertorie 23 patterns qui avaient fait leur preuve dans la résolution des différents problèmes récurrents inhérents au développement orienté objet et deviennent rapidement un best-seller. À cause du nom kilométrique de ce bouquin, quelques-uns ont commencé à l'appeler The Book by the Gang of Four, qui a été raccourci simplement par The Goff Book. Depuis lors, en dehors de ce bouquin, plusieurs autres patterns furent découverts, comme l'injection de dépendance, qui permet de faire de l'inversion de contrôle, c'est-à-dire fournir une dépendance dynamiquement à l'exécution sans se soucier de comment cette dépendance sera initialisée. On a aussi le MVVM, Repository Pattern, CQRS. Dans la suite de cette présentation, il s'agira uniquement des design patterns dans le bouquin des Goff. Comme définition, on peut affirmer que les design patterns sont des solutions génériques aux problèmes récurrents en conception logicielle, des modèles de conception de code qui ont fait leurs preuves, des solutions éprouvées et documentées. Ils permettent de capitaliser sur l'expérience des développeurs
dans l'amélioration de la qualité de code. Les éléments essentiels d'un design pattern. Le nom du pattern se veut explicite, parlant, significatif, évocateur, tout ce que vous voulez, mais ça doit révéler la véritable intention. Ce nommage doit permettre un haut niveau d'abstraction et enrichir le vocabulaire des modèles de conception. Cela facilite la communication avec les collègues et même la rédaction de la documentation. Cette étape fut la plus difficile en fait pour les GOF quand ils développaient le catalogue des design patterns. La description, quant à elle, explique le problème, son contexte, comment et quand est-ce qu'un pattern pourrait être appliqué. Il paraît simplement permettre de définir comment représenter un algorithme ou même comment structurer un ensemble de classes et d'objets pour répondre aux besoins. La solution décrit les éléments qui composent un pattern, leurs relations, responsabilité et collaboration. La solution ne décrit pas une implémentation particulière concrète, mais plutôt un template de solutions pouvant être appliqué à plusieurs solutions différentes. Les conséquences sont des résultats et compromis liés à l'application du pattern. Je vais maintenant vous parler de la classification des patterns. Les design patterns diffèrent par leur complexité de niveau, d'abstraction et d'échelle d'applicabilité à l'ensemble du système en cours de conception. En faisant l'analogie avec le domaine environnemental, notamment la construction des routes par exemple, rendre une intersection plus sûre en installant des feux de circulation ou en construisant un échangeur complet à plusieurs niveaux avec des passages souterrains pour les piétons. Donc il existe 3 types de design patterns en fonction de leur but. Le creational pattern ou pattern de création fournissent les mécanismes de création d'objets qui augmentent la flexibilité et la réutilisation du code existant. Structural pattern ou pattern structurel explique comment structurer et assembler les classes et objets pour étendre le système tout en maintenant la flexibilité et l'efficacité. Behavioral patterns ou patterns comportementaux définissent le comportement de chaque objet pour un but commun. Autrement dit, ils veillent à une communication efficace et à l'attribution des responsabilités entre les objets. À défaut de quoi, les objets et les classes se retrouveront à faire tout un n'importe quoi et pas ordonné du tout. Dans la suite, je vais brièvement vous présenter chacun des 23 patterns du bouquin des GOF, chacun d'eux pouvant faire l'objet de tout un chapitre ou même carrément le sujet d'un meet-up. Donc, vous vous rendez bien compte que je ne vais pas passer en détail complet sur chacun des patterns, l'idée étant que vous preniez conscience de leur existence et la problématique qu'ils adressent. Le type creational pattern regroupe les patterns qui fournissent des mécaniques permettant la création d'objets de manière flexible tout en augmentant la réutilisation du code. En faisant une abstraction du processus d'instanciation des objets, cela aide à rendre un système indépendant de comment les objets sont créés, composés et représentés. Ces patterns se distinguent par ces 2 schémas récurrents. Primo, l'encapsulation de la connaissance sur quelle classe le système utilise. Secondo, il cache la mécanique d'instanciation des classes et la relation entre elles. Dans son ensemble, le système ne fait qu'exposer des contrats d'interface à travers des classes abstraites. Par conséquent, les patterns de création fournissent une grande flexibilité sur ce qui est créé, qui l'a créé, comment et quand est-ce qu'il a été créé. Voici donc les patterns qui le composent. Quand tu veux fournir une interface de création d'objets, en laissant aux sous-classes le choix de spécifier le type d'objet qui sera créé, voici donc le factory method. Le pattern factory method définit une méthode qui doit être utilisée pour créer des objets au lieu d'utiliser un appel direct au constructeur. Lorsqu'il a une seule classe principale ou classe parent, avec plusieurs sous-classes ou classes enfants, le factory method permet donc de déléguer la responsabilité de l'instanciation de ces objets-là au niveau de chacune des sous-classes lors de l'appel de cette méthode de création. Quand tu veux produire une famille d'objets associés sans spécifier entre elles leur classe concrète, donc tu peux utiliser Abstract Factory. Quand tu veux créer un objet basé sur certaines conditions ou configurations, le Pattern Builder permet de construire étape par étape un objet complexe
grâce à la séparation de la logique de construction de l'objet de sa représentation. Quand tu veux encapsuler la logique de création d'un objet pour permettre sa réutilisation, le pattern prototype permet de créer un nouvel objet par copie de l'objet existant sans exposer la complexité d'instanciation. Quand tu veux assurer qu'il n'y a qu'une seule instance dans un système, le pattern singleton permet de restreindre l'instanciation donc d'une classe à un seul et unique objet tout en fournissant un point d'accès global pour accéder à cette instance. Je vais m'attarder un tout petit peu sur ce dernier des patterns de création. Ce choix est motivé par plusieurs raisons. Tout d'abord, il est remarquablement simple et peut permettre de rentrer en matière de connaissance des design patterns. Son code est concis, facile à reproduire et à utiliser, ce qui en fait vraiment une belle introduction idéale pour les débutants. De plus, le singleton est largement répandu dans le domaine du développement logiciel et sa connaissance est souvent considérée comme vraiment indispensable. Voici une problématique à laquelle le pattern singleton répond vraiment. Imaginons une application volumineuse qui manipule intensivement une base de données. Cette base de données donc devient rapidement une ressource partagée à travers toute l'application avec des multiples instances accédant simultanément aux mêmes données. Cette situation peut vraiment engendrer un chaos potentiel. Pour pallier à cela, le singleton offre une solution en garantissant qu'une seule instance de la base de données est disponible, peu importe qui l'appelle ou d'où cela se fait. De plus, il assure que cette instance est protégée contre toute tentative d'écrasement, garantissant ainsi la cohérence des données. En somme, le singleton représente un outil précieux pour maîtriser la gestion des ressources partagées dans une application. Enfin, il est intéressant d'explorer aussi le concept d'anti-pattern dont le singleton est souvent l'exemple phare. Comprendre ces défauts permet de mieux appréhender les design patterns en général. Il est souvent sujet à controverse dans le milieu des développeurs. C'est qu'il est souvent utilisé à tort et à travers pendant longtemps. Ça a été utilisé n'importe comment, et puis aujourd'hui on s'en rend compte. Pas adapté au multithread à cause de l'instance unique. Il est plus compliqué aussi à tester car le constructeur est appelé une seule fois. Voilà ce qu'on peut retenir en général sur le pattern singleton. Structural pattern. Ces patterns permettent de fournir des moyens d'assembler des classes et d'objets pour aboutir à des structures plus larges tout en gardant la cohérence, la flexibilité et l'efficacité. Ils nous disent comment doivent être composées nos classes et objets pour fournir une nouvelle fonctionnalité. Voici donc les patterns qui le composent. Quand tu as besoin de faire des représentations hiérarchiques des parties ou de tout le système, le pattern composite pourrait sembler très utile quand il s'agit d'un ensemble d'objets formant un arbre hiérarchique, tout en voulant traiter ces objets et leur composition uniformément. Quand tu veux fournir une interface unifiée à partir d'un ensemble d'interfaces, fournir un point d'entrée unique pour un sous-système complexe, le pattern façade permet donc de simplifier la complexité d'un sous-système en fournissant une interface de haut niveau d'abstraction qui cache la complexité et les interactions des composants individuels. Imagine que tu dois faire fonctionner dans ton code un grand ensemble d'objets appartenant à une bibliothèque ou un framework sophistiqué. Dans ce contexte-là, il va falloir initialiser tous les objets, suivre les dépendances, exécuter les méthodes dans le bon ordre, etc. En conséquence donc, la logique métier de tes classes serait étroitement liée aux détails d'implémentation de la classe tierce, ce qui la rendrait difficile à comprendre et à maintenir. C'est dans cette situation-là que le pattern façade peut t'aider. Il te permet de créer une classe qui fournit une interface simple et facile à utiliser pour un sous-système complexe. Si tu veux ajouter une nouvelle fonctionnalité aux objets sans modifier leur classe, le pattern décorateur permet d'ajouter des responsabilités aux objets en les enveloppant dans un objet contenant la logique désirée, sans affecter d'autres objets dans la même classe, ou même sans modifier la classe, cette classe cible. Quand tu veux découpler une abstraction de ces implémentations, le pattern bridge
pourrait aider à faire une séparation entre l'abstraction et ses implémentations de façon qu'elles puissent évoluer indépendamment. Quand tu veux faire collaborer des objets qui n'auraient pas pu fonctionner ensemble à cause d'une interface incompatible, le pattern adapteur permet de faire fonctionner des objets n'ayant pas le même contrat d'interface et en les adaptant en une interface commune pour qu'ils puissent collaborer ensemble. Quand tu veux contrôler l'accès ou le comportement d'un objet, le pattern proxy peut être utilisé pour créer un objet qui agit comme un substitut accessible à d'autres objets afin de contrôler l'accès à l'objet original. Quand tu veux supporter une grande quantité d'objets en maintenant une basse consommation de mémoire, le pattern flyweight permet de réduire la consommation donc de mémoire en partageant des objets communs entre plusieurs objets. Voilà, c'est tout pour la liste des patterns structuraux. En ce qui concerne les behavioral patterns, ce sont des patterns de conception comportementale qui s'intéressent aux algorithmes et à la répartition des responsabilités entre les objets. Ils décrivent donc non seulement les patterns de conception d'objets ou de classes, mais aussi les patterns de communication flexibles entre objets. Ces patterns caractérisent les flots de contrôle complexes qui sont difficiles à suivre à l'exécution. Ils nous aident donc à détourner notre attention des problèmes de communication entre les objets et à nous concentrer sur comment les objets sont interconnectés pour travailler ensemble. Quand tu veux définir un ensemble d'algorithmes encapsulés séparément pour les rendre interchangeables, le pattern stratégie permet de faire varier un algorithme indépendamment des clients qui l'utilisent. Pour cela, il suffit de définir une famille d'algorithmes, de placer chacun d'eux dans une classe distincte et de rendre leur objet interchangeable. Quand tu veux définir une dépendance entre les objets, de telle sorte que lorsqu'un objet change d'état, toutes ces dépendances soient notifiées et mises à jour automatiquement, le pattern observer permet de maintenir une cohérence d'état entre les objets tout en réduisant le couplage entre eux. Quand tu veux encapsuler une requête sous forme d'objet, le pattern command permet de te définir une requête en tant qu'objet autonome, ce qui permet de paramétrer des clients avec des requêtes différentes, de les mettre en file d'attente ou même de supporter des opérations annulables. Quand tu veux découpler l'expéditeur d'une requête de son potentiel destinataire, en donnant à plusieurs objets la possibilité de traiter la requête, le pattern Chain of Responsibility permet de passer une requête le long d'une chaîne de traitement. Chaque objet de la chaîne peut décider de traiter la requête ou de la passer à l'objet suivant. Quand tu veux définir un squelette d'algorithme dans une classe en laissant l'implémentation de certaines étapes aux sous-classes, le pattern template method permet de définir donc cet algorithme basé sur des étapes en laissant aux sous-classes de redéfinir certaines étapes sans changer la structure de l'algorithme. Quand tu disposes d'une structure de données composée de différents éléments et que tu veux structurer des opérations ou effectuer des opérations sur ces éléments, le pattern visitor permet d'exécuter des opérations sur une structure de données sans changer les classes des éléments sur lesquels elles opèrent. Autrement dit, il permet de séparer l'algorithme de la structure de données sur laquelle il opère. Quand tu veux fournir un moyen d'accéder séquentiellement aux éléments d'un objet d'agrégat sans exposer sa représentation sous-jacente, le pattern itérateur permet de parcourir une collection d'éléments sans exposer donc leur représentation. Quand tu veux encapsuler un ensemble complexe de règles pour déterminer quand et comment une opération doit être effectuée, le pattern state permet de définir un objet qui encapsule un état et de déléguer à cet objet le comportement approprié en fonction de cet état-là. C'est-à-dire qu'il permet à un objet de modifier son comportement lorsque son état interne change. L'objet apparaît comme ayant changé de classe. Quand tu veux restreindre la communication directe entre objets, excusez-moi.
Maya, j'ai dit quoi? Je suis en train de te... Marie-Rose! Marie-Rose! Elle est où, mamie? Excusez-moi, j'ai explosé un peu. Alors, on était sur le pattern. Donc, je disais que le pattern médiateur permet de réduire une dépendance chaotique entre objets en les faisant communiquer à travers un objet médiateur. Quand tu veux sauvegarder l'état d'un objet pour pouvoir le restaurer plus tard, le pattern memento permet d'enregistrer l'état d'un objet pour pouvoir le restaurer plus tard, sans exposer les détails de son implémentation. Quand tu veux traduire une expression d'un langage à une autre, le pattern interpreter permet de définir une grammaire pour un langage et d'interpréter du coup les phrases dans ce langage-là. Du coup, on a atteint la totalité de la liste des patterns pour le pattern behavioral, le pattern structural et le pattern créationnel. Maintenant, c'est le moment de vous donner quelques exemples d'implémentation des patterns utilisés dans l'écosystème Java, celui que je connais le mieux par rapport aux autres langages de programmation. Le pattern singleton permet de restreindre, comme on l'a dit précédemment, l'instanciation d'une classe à un seul et unique objet, tout en fournissant un point d'accès global à cette instance. Comme exemple, on peut citer la méthode getRuntime de la classe runtime, et qui est une méthode statique qui permet de retourner l'objet runtime associé à l'application en cours d'exécution. Du coup, cette classe est définie vraiment dans la JDK, elle est embarquée là-dedans. La classe runtime fournit un moyen d'interagir avec l'environnement d'exécution Java, tel que le système d'exploitation sous-jacent. Et le deuxième exemple, c'est la méthode getSecurityManager de la classe SecurityManager, qui retourne le gestionnaire de sécurité actuellement installé pour l'application Java. Le gestionnaire de sécurité est utilisé pour imposer des politiques de sécurité au sein de l'application Java. Il peut être utilisé pour restreindre l'accès aux ressources système critiques comme le système de fichiers, le réseau, ou pour contrôler l'accès aux threads et autres applications sensibles. L'autre exemple, c'est le Spring Framework. Il est largement, le Spring Framework, en fait, il utilise largement le pattern singleton pour gérer en fait, les bins par défaut. Par exemple, lorsque tu définis un bin dans la configuration de Spring, par défaut, il s'agit vraiment d'un singleton qui sera accessible dans tout autre bin managé à l'intérieur du contexte Spring. Pour le factory méthode, on avait dit qu'il permet de déléguer la responsabilité de l'instanciation des objets au niveau de chacune des sous-classes. Comme exemple, on a la méthode getInstance de la classe NumberFormat, qui est une méthode statique qui renvoie un objet NumberFormat, configuré selon les paramètres régionaux par défaut. Il est utilisé pour obtenir une instance de formatage de nombre adaptée aux paramètres régionaux actuels, qui peut être utilisé pour formater et analyser les nombres selon la convention spécifique ou les paramètres régionaux. Le deuxième exemple, c'est aussi getInstance de la classe Calendar, qui est une méthode statique qui retourne une instance de la classe Calendar. Cette méthode donc est utilisée pour obtenir l'instance de calendrier qui représente l'heure actuelle du système dans le fuseau horaire par défaut. Le pattern builder, on l'a dit aussi qu'il permet de construire étape par étape les objets complexes grâce à la séparation de la logique de construction
de l'objet et de sa représentation. Comme exemple, nous avons le string builder et string buffer, qui sont des classes dédiées à la construction d'une chaîne de caractères. La notation Lombok, la notation builder, placée au-dessus d'une classe, génère un builder permettant de construire étape par étape une instance de cette classe. Pour info, Lombok est une bibliothèque Java qui permet de réduire le code boilerplate en gérant automatiquement des méthodes de constructeur des autres éléments aussi liés à la classe qui sont couramment utilisés en Java. Le pattern adapter permet de faire fonctionner des objets n'ayant pas le même contrat d'interface, en les adaptant à une interface commune pour qu'ils puissent collaborer. Comme exemple, en Java, l'API JDBC, Java Database Connectivity, fournit un ensemble d'interfaces pour l'accès aux bases de données. Divers fournisseurs de bases de données fournissent des pilotes JDBC qui adaptent leur interface de base de données spécifique à l'interface JDBC. Le pattern composite, on avait dit que le composite avec la structure en arbre est beaucoup plus utilisé dans les frameworks graphiques. En effet, dans les frameworks graphiques, on utilise beaucoup en fait, ce pattern-là, où les composants tels que les panneaux, les boutons et les labels sont composés en structure hiérarchique pour former vraiment toute la structure de l'interface de l'utilisateur, qui est complexe. Le pattern décorateur permet d'ajouter des responsabilités aux objets tout en les enveloppant dans un objet contenant donc la logique désirée, sans vraiment affecter d'autres objets ou même modifier la classe elle-même. C'est pourquoi dans les flux d'entrée-sortie Java, des décorateurs tels que Buffer Input Stream, Data Input Stream et Object Input Stream ajoutent respectivement des fonctionnalités telles que la mise en mémoire tampon par exemple, la lecture des types de données primitifs et la désérialisation. Le pattern chain of responsibility permet de passer une requête le long d'une chaîne de traitement. On l'avait dit précédemment. Chaque objet donc, de la chaîne peut décider de traiter la requête ou même de la passer à l'objet suivant dans la chaîne. Par exemple, les filtres web permettent d'intercepter les requêtes et les réponses aux servlets, aux pages JSP ou à toute autre ressource disponible. Plusieurs filtres peuvent donc être enchaînés, formant une chaîne à travers laquelle passe la requête. Chaque filtre de la chaîne peut effectuer un pré-traitement ou un post-traitement sur la demande, puis gérer la demande elle-même ou même la transmettre au filtre suivant de la chaîne. Le pattern itérateur, quant à lui, permet de parcourir une collection, une liste d'éléments, sans vraiment exposer sa représentation. Pour illustrer cela, les classes de collection en Java comme ArrayList et H7 implémentent ce pattern itérateur pour permettre l'itération des éléments. Le pattern stratégie permet de faire varier un algorithme, indépendamment donc des clients qui l'utilisent. Concrètement, les systèmes de traitement en général, comme le système de paiement, dans lesquels différentes stratégies de paiement, comme la carte de crédit, PayPal ou un virement bancaire, peuvent être encapsulées et sélectionnées en fonction des préférences de l'utilisateur ou des règles commerciales. Autres exemples d'usage du pattern stratégie, ce sont les algorithmes de tri des langages de programmation comme Java, ou différentes stratégies de tri, comme le tri à bulles ou le tri rapide, peuvent être encapsulées et sélectionnées dynamiquement en fonction au moment de l'exécution. Maintenant, je vais vous parler des avantages de l'utilisation des design patterns, ainsi que certains critiques qu'ils rencontrent. En réalité, on pourrait passer toute notre carrière de développeur sans connaître un seul design pattern, ou même en entendre parler. Beaucoup de gens les implémentent, certains patterns, sans même se rendre compte. Ils le font naturellement en ignorant que ce sont des bonnes pratiques qui sont déjà cataloguées
Alors pourquoi perdre du temps à en apprendre? Et ben, on va leur dire qu'il y a deux avantages à cela. Premièrement, les design patterns sont des outils éprouvés à différentes problématiques communes dans le développement logiciel. Donc, les connaître est un excellent bagage technique pour résoudre des problèmes liés au développement orienté. Deuxièmement, les design patterns enrichissent le vocabulaire commun pour faciliter la communication avec ses collègues. Tu peux juste dire, et si tu utilisais le pattern stratégie, et chacun devrait comprendre l'idée derrière cette suggestion sans avoir à rentrer dans des détails de définition ou d'implémentation. Donc, c'est vraiment un gain de temps important à ne pas négliger. Voici les arguments les plus courants à l'encontre des design patterns. Bidouille pour un langage de programmation faible. Quelquefois, le besoin d'introduire des patterns se manifeste lorsqu'un langage de programmation ou une technologie est assez pauvre en termes d'abstraction, intéressante ou nécessaire. Dans ce cas, le pattern devient une bidouille pour donner au programme des capacités supérieures. Par exemple, le pattern stratégie peut être implémenté par une simple fonction anonyme, lambda, expression, qui se trouve dans la plupart des langages évolués, dans la plupart des langages de programmation modernes. D'autres le verraient comme solution inefficace. Pourquoi? Les design patterns tentent de résumer des approches qui étaient largement utilisées dans le milieu de développement logiciel. Cette unification pourrait être prise par certains comme étant un dogme, une utilisation bête et méchante du concept sans adaptation au contexte du projet. D'autres pourraient le voir comme une utilisation injustifiée. On peut résumer cette critique dans ces termes. Quand tout ce que tu as est un marteau, tout le reste ressemble à un clou. Donc voilà un problème qui se pose lorsqu'un certain novice tente de se familiariser avec les design patterns. Une fois qu'ils l'ont appris, ils essaient de l'appliquer partout et n'importe comment, même quand la situation ne s'y prête pas, alors que du code plus simple serait plus adapté. En conclusion, voilà les points à retenir. Les design patterns sont des solutions éprouvées à des problèmes récurrents rencontrés lors du développement logiciel. Comme des héros, ils viennent à la rescousse lorsque le développement ou les développeurs sont confrontés à des défis assez complexes. En utilisant des patterns, les développeurs peuvent éviter de réinventer la roue à chaque fois qu'ils sont confrontés à un problème similaire. Cela leur permet de gagner du temps et d'économiser des efforts, ce qui est quand même précieux dans un domaine où les délais sont souvent serrés. Les design patterns favorisent la cohérence et la clarté du code. En suivant des modèles établis, les développeurs peuvent produire un code plus lisible, maintenable, extensible, ce qui contribue à améliorer la qualité globale du logiciel. Les design patterns fournissent un langage commun aux développeurs. En utilisant des noms familiers tels que singleton, observer ou stratégie, les membres de l'équipe peuvent communiquer plus efficacement sur la conception et l'architecture du logiciel, facilitant ainsi la collaboration entre eux. En adoptant donc des solutions éprouvées et bien documentées, les développeurs réduisent les risques d'erreurs et de bugs dans leur code. Les design patterns sont souvent accompagnés de bonnes pratiques et de recommandations, ce qui aide quand même à minimiser les éventuelles complications techniques. Ensemble, ces points démontrent que les design patterns jouent un rôle crucial dans le développement logiciel, agissant comme des héros discrets, mais indispensables qui contribuent à la réussite des projets et à la satisfaction des utilisateurs. Je vous encourage donc à les étudier pour enrichir votre boîte à outils.
Je vous remercie. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Ou si vous voulez apporter une contribution, elle est bienvenue. Je crois qu'il y a une question de Kevin. Alors, c'est pas vraiment une question. Merci beaucoup pour ta présentation, Moussa. Je voudrais juste partager à tout le monde un lien vers un site. Je suppose que tu as récupéré certaines infos dessus, Oui. Moussa, parce que j'ai reconnu les icônes que tu as utilisées pour les cool. design patterns. C'est le site refactoring.guru qui présente justement les différents patrons de conception, qui donne aussi du pseudocode pour pouvoir bien comprendre comment ça peut s'implémenter et des exemples dans plein de langages différents. Donc, ça peut intéresser certains d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin. En effet, oui. Il y a aussi des bouquins qui sont assez intéressants. Le bouquin original des Goff, moi personnellement, je le trouve pas très très fluide. Il y a d'autres bouquins qui sont beaucoup plus intéressants à lire. Je me rappelle plus, j'ai commencé à regarder, mais celui-là, je l'ai acheté et j'ai commencé à parcourir, mais j'ai trouvé quand même c'est assez compliqué pour un débutant pour rentrer là-dedans. Mais en effet, le site de Refactoring Guru, il est assez explicite, assez synthétique par rapport à la rentrée en matière des design patterns. Oui, et puis il y a des petits exemples, des petits schémas pour bien comprendre les cas d'utilisation et ce que fait le pattern exactement. Ouais. Après, aujourd'hui, le sujet il est assez théorique. Hein. Il n'y a pas trop entrer dans la technique. Le but, c'est de partager, du coup, avoir vraiment une idée de l'existence de ces patterns-là et prendre conscience de cela et pouvoir s'en servir en cas de besoin. Moi, comme je disais, pendant une bonne partie de ma carrière, je n'en ai pas entendu parler, mais j'ai implémenté des solutions du coup qui se rapprochent beaucoup à ces designs-là, et c'est en parcourant les design patterns que je me suis rendu compte en effet que c'est des solutions qui sont déjà connues. Oui, il me semble que j'ai souvent vu écrit que justement les design patterns, ça n'avait pas été quelque chose qui avait été inventé, mais plutôt découvert. Exactement. Voilà, donc ça rejoint bien ce que tu dis, que des programmeurs qui n'ont jamais étudié les design patterns se retrouvent à les avoir implémentés sans l'avoir voulu. Ouais. Surtout les 4 amis, là, les Gang of Four. Ouais. Ce n'est qu'en communiquant entre eux sur la matière qu'ils ont capté qu'ils utilisent à peu près les mêmes solutions pour les mêmes problèmes. C'est ça. C'est là où ça a déclenché cette histoire de pattern pour mettre en plus générique, plus voilà. Le partage de l'expérience. Ouais. Et après, entre-temps, avec l'apparition des injections en dépendance, ça a transformé un petit peu certains patterns. Tel que Singleton aujourd'hui, je sais pas, enfin, moi, je sais en .NET ou en TypeScript ou en Node, je suis en train de coder en Java aujourd'hui aussi. Je me prépare un peu. Mais avec Spring Boot, c'est l'injecteur de dépendance en Java, hein, c'est ça? Ou je me trompe? Ok. Tu peux définir en fait pour une certaine classe ou un typage ou une implémentation de l'interface la manière dont il sera injecté. D'où tu peux dire tu l'injectes en mode singleton ou transactionnel ou scopé. Et de nos jours, les singletons ils sont toujours implémentés comme ça dans un système qui contient de l'injection indépendante. C'est plus la méthode de la classe statique en fait qui C'est ça, ouais. Du coup, aujourd'hui, comme on utilise souvent des conteneurs IOC, on ne se permet pas de coder à la main en fait les singletons. Et en plus, il y a le pattern factory en fait qui a changé un petit peu l'implémentation.
en utilisant les injecteurs en dépendance. Je sais qu'il y a l'équivalent des réflexions en Java aussi, qui peut scanner le code et refaire tout le chaînage de création d'objets de A jusqu'à Z. Bah, c'est ce qui fait l'implémentation des IOC, en fait. Avant, c'était plus complexe de faire les factories. Avant les injections en dépendance, aujourd'hui, c'est plus facile. Enfin, je voulais juste faire Oui, c'est ça, en fait. C'est pourquoi commentaire certains les appellent comme des bidouilles de langage, parce que si un langage n'est pas assez riche, du coup, on se retrouve à faire ces mécaniques-là pour faciliter certaines choses. Ouais. Certes. Je sais pas si je me trompe, tu as parlé du pattern Momento ou Ah oui, oui, j'ai parlé de Memento. Alors, c'est... tu voulais apporter des choses? non, enfin, j'ai pas entendu le mot, c'est pour ça. Merci. Parce Ah qu'il ouais. fait partie des 23 que Ouais, il les permet de Golf ils ont sauvegarder en fait mentionné l'état d'un objet pour pouvoir le Ouais, c'est restaurer ça. plus tard, sans exposer Ouais. les détails de son implémentation. Ok, exactement. Parfait. Je te remercie, Moussa, hein, c'est excellent ta présence. Merci à vous d'être présent. Moi, je-